Buenas, a mí me toca moderar el panel del clima. Donc bonjour à tous, je souhaiterais vous présenter le panel suivant qui portera sur le climat avec différents intervenants. Luc Moreau d'une association Peuple de montagne du monde, il nous vient de France, nous n'avons que très peu de temps et il va devoir nous quitter juste après son intervention. Donc je vais le présenter très rapidement et lui nous montrera sa vidéo. Bonjour, je parle en français, ça va? Merci de l'invitation. On est bien contents ici à Chamonix. On va tous dans le même sens, l'environnement, développement durable et protéger cet environnement que vous voyez. On le voit un peu mieux cet après-midi. Ici, la nature, elle est présente énormément. Ces montagnes, ces glaciers. Moi, je suis glaciologue, donc je vous raconte 3-4 minutes ce que l'on fait ici. Vous savez que nos glaciers sont en train de se réduire. Là, je vous ai mis la photo du glacier du Mont Blanc. Le Mont Blanc, glacier froid au sommet, il n'y a pas de fonte. Mais en bas, le glacier des Bossons se réduit énormément. Les glaciers, on les mesure parce que c'est le cycle de l'eau. L'eau, on en a besoin. On produit de l'hydroélectricité, il y a du tourisme, du ski. Et avec ce changement climatique, il y a des nouveaux risques pour les populations. La petite ville de Chamonix se développe. L'hiver, on est extrêmement nombreux. L'été aussi. Tourisme. Ici, c'est 100% de tourisme. Et donc, il y a quelques soucis de pollution atmosphérique, d'eau. Pas encore trop, on a la chance d'avoir des glaciers, donc des rivières. Et le glacier, c'est une partie du cycle de l'eau. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'intéresse aux glaciers dans le monde. Mais comme ce climat se réchauffe et que les petits glaciers disparaissent, il y a des soucis d'eau un peu partout, par chez vous aussi. Voilà. Vous voyez là le glacier des Bossons qui descend du Mont Blanc. Ce glacier, arrivé dans les buissons il y a 200 ans, d'où son nom, glacier. Il est arrivé par ici, voilà, il y a 2 siècles. Tous les glaciers du monde avaient 2 à 3 km de plus qu'aujourd'hui, il y a 200 ans. Ils les ont perdus. On retrouve l'état du Moyen-Âge. Donc les glaciers ont déjà connu cette étape aussi petit, voire même plus petit qu'aujourd'hui. Sauf que c'était complètement naturel. C'est la seule différence avec aujourd'hui. Aujourd'hui, on participe à modifier les compositions de l'atmosphère, donc on joue sur l'énergie reçue, gardée, renvoyée, climat, l'effet de serre, voilà. La vallée de Chamonix se trouve ici. Le Mont Blanc, le glacier du Géant, glacier mer de glace, c'est le plus grand glacier français. Samedi après-midi, pour ceux qui veulent, je serai votre guide pour aller voir à partir du petit train du Montanvert, 20 minutes en train, voir ce glacier et vous raconter un petit peu le paysage. Et puis, on a aussi une petite expo, le glaciorium animé, maquette, glacier, en time-lapse là-haut, au sommet. Ici, on a 400 mètres d'épaisseur de glace. Le glacier, c'est la neige qui fabrique la glace de tous les glaciers du monde. Et sous l'effet de son poids, le glacier glisse, descend, coule. Et en bas, il fond l'été. Si on met des appareils photo automatiques, on voit le glacier qui descend, qui coule jour après jour. C'est complètement normal. Tous les glaciers sont en mouvement. Les 400 mètres d'épaisseur de la mer de glace, c'est juste après cette rupture de pente. Il faut quand même que ça fonde un peu parce que au Montanvert où on ira samedi, si on met 400 mètres d'épaisseur de glace, on a 100 mètres de glace sur la tête. Et comme aujourd'hui on a investi toutes les vallées et on a installé des remontées mécaniques à droite à gauche, eh bien ça gêne beaucoup de populations.
il y a 200 ans, 300 ans, les glaciers étaient dans la vallée, avaient rasé des villages, on n'était pas content, mais on avait toujours autant d'impôts. Bon, d'ailleurs. Et donc on amenait les prêtres, les curés, les évêques pour conjurer le diable pour que les glaciers retournent dans leurs montagnes. Aujourd'hui, on n'est toujours pas content parce que les glaciers rétrécissent. Mais ça fait partie également du cycle naturel. Et aujourd'hui, comme les glaciers diminuent, ils ralentissent en vitesse d'écoulement. C'est très important, la vitesse d'écoulement des glaciers. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux risques qui se présentent. Ici, on voit le glacier d'Argentière, qui est donc le glacier à côté de la mer de glace. Ici, je travaille avec un barrage hydroélectrique, donc voilà, de l'énergie propre. On récupère l'eau de fonte pour produire de l'énergie, dont on a besoin toujours et encore. Ici, on a à peu près 100 mètres d'épaisseur et le glacier glisse de 20 cm par jour. C'est complètement normal. Il fond ensuite. Et là, vous voyez la vallée de Chamonix. Donc les glaciers, on les mesure aussi parce qu'il y a des risques de chute de glace qui peuvent déclencher des avalanches de neige dans certains couloirs. Et dans la vallée de Chamonix, on a 111 couloirs d'avalanche. Les glaciers se réduisent et quand on récupère l'eau sous la glace, le captage est à l'extérieur et on doit à nouveau repiquer l'eau un peu plus haut en amont. On installe des remontées mécaniques. Quand on descend à la grotte de glace, je ne sais pas si on le fera samedi, ce ne sera pas ouvert, il y a de plus en plus d'escaliers à descendre. Les petites solutions locales, on place des bâches blanches sur la glace, ça protège la glace de la fonte, ça fabrique un muret de glace qui retient les cailloux. Les glaciers maintenant sont complètement recouverts de cailloux dans leur partie terminale. Ou alors on protège la neige pour éviter de remplir les crevasses, les premières crevasses, avec des bottes de paille. Vous voyez, c'est quand même assez efficace ces bâches, mais c'est très local. Alors, vous savez aussi que ça touche cette fonte des glaciers. J'ai la chance de travailler au Groenland sur un glacier qui s'est accéléré de 5 mètres par jour à 15 mètres par jour depuis 15 ans. Il y a beaucoup plus d'eau douce dans la mer, ça change la salinité, ça change le niveau des mers, et ça concerne bien sûr beaucoup plus de monde aujourd'hui qu'il y a 120 000 ans, quand le niveau des mers était 4 mètres, 5 mètres plus haut qu'aujourd'hui, ça ne concernait personne. Voilà, donc on travaille aussi sur d'autres sujets, comme la remontée du niveau des mers, et ici on essaye de modéliser le retrait du glacier pour dans un siècle. Le glacier s'accélère, il se fracture de plus en plus, il lâche de plus en plus de petits morceaux, ces petits icebergs qui vont gêner l'économie de pêche, etc. Ça peut rentrer dans les ports. Avant, c'était des gros morceaux et le glacier allait moins vite. Voilà. Dernière photo. Donc, on voit ici le Mont Blanc. Alors, ça, c'est des constats. Les glaciers, on les mesure. Ils ont déjà été plus petits, ils ont déjà été plus grands, mais c'était complètement naturel. Les solutions avec les bâches localement, c'est très ponctuel. Bon, ça permet de solutionner quelques petits problèmes. Mais évidemment, et puis vous le savez mieux que moi, on doit tous... voilà, ce soir, je vais à Grenoble. Pour une réunion, je fais du covoiturage. Ça évite d'avoir 2 voitures de plus. Et des fois, je ne le fais pas. Donc c'est mal. Puis des fois, je le fais, donc je suis content. Et donc c'est une petite goutte d'eau, c'est rien du tout, mais l'océan est fait de gouttes d'eau. Bon, enfin voilà, je ne veux pas prendre trop la parole. En tout cas, il y a encore de la glace. On ira peut-être la voir samedi. Merci. Agradecemos mucho a Luc Moreau por respetar el tiempo.
Donc, merci beaucoup à Luc Moreau. Merci d'avoir respecté le temps qui vous a été imparti. Merci de nous avoir parlé de ce changement climatique que nous observons dans nos villes, sur nos territoires, également en zone rurale. Et d'ailleurs, dans notre espace, sur notre territoire, nous sommes très proches d'un des glaciers. Et vous nous avez sensibilisés à ce problème, et notamment le changement dans le niveau de la mer. Et cela va avoir un impact sur l'ensemble des pays, notamment les îles. Nous allons maintenant céder la parole aux autres collègues qui vont nous parler plus en avant de l'économie sociale et solidaire et les différents enjeux et les opportunités qu'offre le défi du changement climatique pour transformer de manière durable les modes économiques. Je vais donner la parole à Je vais le présenter en français parce que c'est sa langue. Et président et chef de la direction Ecotech qui contribue au développement de la grappe des technologies propres au Québec et aussi président du Conseil international Clean Tech Network, du conseil aussi d'administration d'Ecoful et membre du comité consultatif québécois sur le changement climatique du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique. Merci. Merci beaucoup, Yazi. Merci, Luc. Ça a été fort intéressant. Moi aussi, je vais le faire en français, mais plutôt en québécois, si vous permettez. Parce que les Français, je trouve que vous avez un accent. Merci pour l'invitation et merci à Léopold de Fonds d'Action, Léopold Beaulieu, président directeur général de Fonds d'Action, qui m'a convaincu de venir ici et pouvoir en apprendre davantage sur l'économie sociale et solidaire. Je parle surtout d'économie verte, mais je pense qu'aujourd'hui, il va falloir parler d'économie verte, sociale et solidaire. Alors, Ecotech Québec, en 2 mots, nous sommes le cluster des écotechnologies au Québec. Et alors, on regroupe les PME innovantes, les utilisateurs, les investisseurs, les chercheurs, et on cherche à s'assurer qu'on a les conditions les plus propices pour le développement, le financement et la commercialisation des technologies propres. On m'a demandé de parler du changement ou des changements climatiques ou de la situation des changements climatiques dans l'optique de COP 21, ce qui s'en vient dès la semaine prochaine. C'est une occasion forte, c'est une occasion historique de provoquer des changements, mais de provoquer un nouvel agenda. Parce qu'on va y parler d'environnement, bien sûr, mais maintenant, on ne peut plus parler uniquement d'environnement. Et on ne peut plus parler uniquement d'environnement et d'économie. Il faut parler des sociétés, il faut parler des villes, il faut parler des territoires, des gens. Alors, c'est comment on va être en mesure, la semaine prochaine, au cours des 2 prochaines semaines, de rassembler le tout. Alors ça, c'est un bel objectif que l'on a. Et c'est pour ça que ça va demander une mobilisation internationale extrêmement forte. Oui, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça, on est tous d'accord. Oui, pour avoir une gestion plus efficiente de l'utilisation des ressources. Mais si on fait ça, et si on le fait d'une façon plus inclusive qu'avant, qu'est-ce que ça risque de générer? Mais, premièrement, ça risque de stimuler l'innovation et l'emploi vert. Ça nous amène à parler à ce moment-là où ça va nous amener à renforcer la cohésion sociale et la prospérité partagée. On entend souvent ça, la prospérité, mais partagée, puis la prospérité durable. Pourquoi? Parce que les technologies propres jouent sur les 3 pans du développement durable. Vrai que les innovations en environnement et en énergie, les écotechnologies, c'est vrai que ça réduit l'impact sur l'environnement. C'est bon. 2,
c'est économiquement avantageux. Il faut trouver des façons de réduire à ce moment-là les coûts. Si on veut que les entreprises, les citoyens utilisent les technologies propres, ça aussi, il faut trouver un avantage économique. Et il y en a. Troisièmement, le côté social. Je vous ai parlé des emplois verts, c'est seulement une partie de l'équation. Une autre partie qui est très importante, c'est que si on améliore l'environnement, qu'est-ce qui arrive? On améliore la santé. On améliore la santé des gens, des populations. Alors, à ce moment-là, ça vient rejoindre beaucoup de vos préoccupations, ce que j'entends ici depuis ce matin. Les inégalités sociales également. Il faut trouver des façons d'utiliser ce qui se passe présentement, qui est un moment historique, pour faire des changements encore plus profonds. Alors, ça nous prend des fois, vous savez, les changements, des fois, ça prend du temps. On essaie chacun de notre côté d'apporter ces éléments de changement. Mais lorsqu'il y a un moment historique important, si tout le monde se met au travail, ça risque d'accélérer l'inclusion que vous êtes en train de faire. Ça va accélérer également l'adhésion. On parlait des élus ici, mais il n'y a pas seulement les élus. Il y a les autres ce n'est pas seulement les décideurs politiques, décideurs publics également, qu'il faut convaincre. Alors, c'est pour ça qu'on m'a demandé de parler de quelques pistes de réflexion pour cet après-midi et demain. Alors, j'en ai quelques-unes. D'abord, puis je voyais encore dans le journal d'hier, on essaie de créer de l'emploi. On essaie d'inciter l'entrepreneuriat. Mais il y a des façons de le faire dans le cadre de l'économie verte. C'est d'encourager l'entrepreneuriat, oui, mais à partir de quoi? Pourquoi qu'on ne pourrait pas utiliser les fruits de la recherche dans nos universités? Vous savez, les universités, là, ils ont plein de brevets, souvent dans des caisses de carton. Pourquoi qu'on n'utilise pas ces brevets-là pour permettre aux entrepreneurs en herbe ou les nouveaux entrepreneurs de créer des start-up, des entreprises à partir de quelque chose qui est solide, c'est-à-dire un brevet? Alors, il faut rapprocher la recherche, les universités, avec les start-up ou les entrepreneurs. Il faudrait trouver une façon de le faire. Un autre point, c'est, une fois ça fait, il faut accélérer le développement et le transfert technologique. Comment? Les marchés publics, les gouvernements, 1 minute et demie. OK? En conclusion, non, c'est pas vrai. Marchés publics, alors les marchés publics pourraient devenir d'excellentes vitrines technologiques et les organisations, les organismes publics parapublics pourraient devenir des bancs d'essai pour les technologies. C'est ce qui manque au niveau des entrepreneurs. Un autre point, c'est le maillage plus structuré des startups avec des mentors. J'étais très heureux de voir ici le coaching parce qu'ils ont besoin d'avoir des plans, des dossiers d'affaires solides, les entrepreneurs, pour attirer des investissements. Et finalement, il faut parler de création de réseaux de collaboration, de mobilisation. Il faut parler de coopération. Bien, souvent, il y a de la compétition. Alors, il faut trouver une façon de faire de la coopétition. La coopération, de la compétition, ça se fait. Et International Clean Tech Network, le réseau de grappes de technologie propre, c'est exactement dans ce sens-là que l'on travaille. Et d'ailleurs, j'offre les services d'International Clean Tech Network pour créer un partenariat ici avec l'Organisation des Rencontres du Mont-Blanc et avec les autres pour regrouper nos forces pour, bien sûr, accélérer ou contribuer à une économie, à des économies plus dynamiques, durables et centrées sur les personnes. Parce que finalement, on parle de changement climatique, mais ici, ce que je vois, c'est qu'il y a le climat favorable au changement. Merci beaucoup. Presento a Elizabeth Peredo,
Donc, je souhaiterais vous présenter Elisabeth Peredo, qui nous vient de Bolivie. Elle est chercheuse dans le domaine des questions sociales, avec l'accent mis sur le droit des femmes, l'environnement, l'accès à l'eau et l'environnement en tant que ressource commune. Elle met également l'accent sur des notions comme la justice climatique, avec notamment une transition vers une société post-capitaliste, notamment avec le soutien du secteur privé pour favoriser la croissance. Elle est donc chercheuse pour le Centre d'études du changement climatique. Donc, bonjour, mesdames et messieurs. Merci beaucoup pour votre attention et merci de cette invitation. Merci de m'avoir donné la possibilité de participer à cet événement. Comme notre modératrice l'a indiqué, cela fait longtemps que je travaille sur ces questions liées au climat pour articuler ces différentes campagnes, pour inclure les citoyens, sensibiliser les citoyens afin de promouvoir la notion de durabilité. Nous devons également élaborer des systèmes qui permettent ce développement durable. Je souhaiterais partager avec vous quelques réflexions, des réflexions qui ont été les nôtres au cours des dernières années et les enseignements que nous avons pu en tirer. Tout d'abord, le changement climatique, ce n'est pas juste une crise supplémentaire. Je crois que c'est la crise la plus emblématique de notre civilisation, qui génère ou qui a un impact très très fort sur différentes communautés, différentes sociétés, notamment dans le Sud. C'est un phénomène qui est bien connu, extrêmement intense. Et vous savez que nous vivons ou nous assistons à de plus en plus d'incendies, de forêts, énormément de sécheresse dans nos régions. Et il s'agit là d'une cause de souffrance de plus en plus intense pour différentes populations. Et je dois vous dire que j'ai été particulièrement affecté par ce retrait des glaciers. Moi, je viens des Andes en Bolivie et nous avons énormément de glaciers. Nos glaciers sont quelque peu différents des vôtres. Nos glaciers ne se recharge pas en quelque sorte pendant l'été, car l'été est extrêmement chaud, mais nous avons également beaucoup d'ensoleillement pendant l'hiver et nous avons un retrait des glaciers, une fonte des glaciers qui est encore plus intense. On parle d'une durée de vie des glaciers de 60 ans et pourtant les experts maintenant s'accordent à dire que d'ici 30 à 40 ans, ces glaciers auront disparu. Donc d'une manière générale, nous sommes confrontés à une situation réellement préoccupante. Et ce changement climatique est provoqué par l'homme, la manière dont nous exploitons les ressources, dont nous utilisons l'énergie, la manière dont nous nous déplaçons. Donc la situation à laquelle nous sommes confrontés est une situation des plus critiques, car nous avons atteint des niveaux sans précédent. Le changement climatique, c'est avant tout une question de chiffres, de statistiques, et ces niveaux, ces chiffres sont extrêmement préoccupants. Et là, vous voyez que l'atmosphère ne peut plus se régénérer. Et au cours des siècles, nous avons acquis la conviction que ces changements sont irréversibles. Nous allons gagner 6 degrés d'ici la fin du siècle et c'est quelque chose qui va intervenir très rapidement. Nous en sommes déjà pratiquement à la fin du premier quart de ce siècle et nous devons réagir. Et pour réagir, nous devons réfléchir en profondeur aux bases, aux fondements même de notre civilisation. Nous avons beaucoup d'informations qui nous disent que ces 6 degrés supplémentaires ne vont pas affecter toutes les régions de la même manière ou à la même vitesse. Et nous savons qu'il y a des zones, notamment montagneuses, les Andes, qui vont souffrir encore plus
plus. Et cette augmentation de la température dans notre région va probablement être supérieure à ces 6%. Et là, vous voyez la répartition de cette augmentation de la température dans le monde. Et ces études sont extrêmement précises. Donc, effectivement, il nous faut envisager les différentes solutions à ce problème. Et j'ai travaillé en profondeur sur ces questions et je sais que les négociations en cours ne seront pas suffisantes pour apporter une réponse à l'envergure de ce problème. Donc, une fois de plus, une partie de la solution est entre les mains des citoyens et des communautés. Le niveau local, les municipalités, les communautés, les populations et tout le personnel sur le terrain, leur rôle est essentiel, plus qu'on se l'imagine, car nous savons que les pays, les gouvernements ont tendance à dire « voilà, on va laisser les niveaux diplomatiques se charger de ces questions ». Il y a une contradiction entre ce qui se passe et ce que nous faisons au quotidien. Et nous savons que l'impact de ces changements est dramatique. Donc nous devons réellement bien comprendre l'importance des différentes structures et l'importance notamment de l'économie sociale et solidaire, car il appartient aux communautés, aux populations et aux citoyens d'apporter des réponses à ces phénomènes. Et j'ai été impliqué dans la promotion d'une initiative qui vise à mieux comprendre la manière dont nous pouvons réagir, notamment en mettant l'accent sur l'économie du soin, car nous devons protéger les biens communs. Nous devons promouvoir cette notion d'économie sociale et solidaire. Moi, je viens de Bolivie, c'est un pays magnifique et j'espère qu'un jour vous aurez le plaisir de venir nous voir. Nous avons une population de 10 millions d'habitants sur 1 million de kilomètres carrés et une densité de 9,13 par kilomètre. Nous avons effectivement différents territoires avec les Andes. Nous avons des pays limitrophes avec l'Argentine, le Chili, le Pérou. Du côté andin. Là, vous voyez une montagne à proximité de La Paz, une ville absolument magnifique, avec toute une chaîne de glaciers qui entoure cette région. C'est d'ailleurs une région qui a connu un développement très fort et je souhaitais vous montrer cette photo pour vous sensibiliser, car un des aspects que nous devons prendre en compte lorsque l'on parle d'économie solidaire et les défis qui sont devant nous aujourd'hui, nous avons cet aspect d'urbanisation, les défis liés à l'urbanisation. Et aujourd'hui, nous en faisons l'expérience en Bolivie avec cette urbanisation, ce développement des zones urbaines. Et cela requiert des structures d'économie sociale et solidaire qui puisent leurs sources dans les zones rurales, mais qui doivent maintenant s'appliquer aux zones urbaines. Donc il nous faut nous poser un certain nombre de questions, notamment par rapport à ce nouveau paradigme. Nous devons surmonter ces défis et mettre l'accent sur le développement. Nous devons bien entendu prendre en compte une réflexion en profondeur des conséquences de ce développement, car cela fait 40 ans maintenant que l'on parle, qu'on réfléchit en termes de durabilité et les mesures qui ont été prises à ce jour sont encore insuffisantes. Il est essentiel de bien prendre en compte d'autres éléments, par exemple les soins, la solidarité, la
diversité économique également, car il nous faut non pas réfléchir en termes d'économie globale, mais en termes d'économie diversifiée. Et l'économie verte, là encore, peut être une nouvelle tendance avec des effets bénéfiques, avec une diversité dans la gestion du territoire. Ça, c'est une approche très importante. Et nous devons mettre l'accent sur le développement, mais également sur la restauration. Il s'agit là d'un volet très important et ça, c'est un message que nous souhaiterions partager avec vous, car nous nous sommes penchés sur les liens que nous entretenons avec la nature. Vous savez que nous avons cette volonté de ne pas perturber, de ne pas détruire la nature. Nous devons l'intégrer, nous devons travailler main dans la main avec la nature. Donc voilà les concepts qui font partie de notre patrimoine et qui sont à la base même de notre tradition culturelle. Mais pour l'instant, cela ne s'est pas encore traduit par des actes politiques concrets. Et nous souhaitions partager ces commentaires avec vous, car c'est essentiel. C'est notre expérience en tant que société. Nous devons surmonter ces défis en termes d'économie sociale et solidarité pour surmonter cette crise. Et cela impose que nous nous questionnions sur notre lien avec la nature. Comment utiliser les ressources? Comment développer une économie verte? Allons-nous transformer la nature en une source de marchandises? Est-ce que l'on va essayer de générer des profits à partir de la nature ou qu'allons-nous faire? Nous devons réellement nous poser ces questions. Donc nous savons qu'il existe des solutions. Il nous faut réellement diversifier les modèles économiques. Nous devons également favoriser, encourager et promouvoir le travail des femmes et le rôle des femmes. Et si nous mettons en place toutes ces mesures, nous pourrions réellement obtenir des résultats convaincants. Car nous avons énormément d'atouts, nous avons des conditions climatiques extrêmement favorables et nous devons maintenant trouver des solutions. La communauté est un bien commun, donc nous avons une tradition de gestion des biens communs, non pas seulement en Bolivie, mais beaucoup d'autres pays également. Il faut prendre cela en compte, la capacité des êtres humains à produire, à créer une économie durable. Donc cette capacité est incroyable, cette capacité est sans parallèle. Et donc la croissance également. On peut transformer l'énergie, on peut utiliser l'énergie solaire, l'éolienne, mais si on ne réduit pas la demande, évidemment, la durabilité sera remise en cause. Merci beaucoup. Bueno, muchas gracias, Elisabeth. Merci beaucoup, Elisabeth. Nous allons maintenant donner la parole à Sékou Sarr. Il est directeur. Il est économiste spécialisé en planification énergétique, en développement de petites entreprises d'énergie renouvelable et membre du conseil d'administration du réseau mondial des genres et énergie et du réseau mondial sur les énergies renouvelables. Il travaille aussi sur le changement climatique, le plaidoyer et l'adaptation au changement climatique. Merci, Madame la modératrice. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs qui m'ont donné l'opportunité de pouvoir partager quelques expériences dans le domaine du changement climatique avec une entrée énergie renouvelable. Et je tiens également à remercier Abdou Salam qui a beaucoup insisté pour que je puisse participer à cet échange d'expériences autour de l'entrepreneuriat social et solidaire. Cela dit, notre porte d'entrée ici serait la question des changements climatiques. Au plan des aspects scientifiques, je crois que Madame a tout à l'heure parlé de ces questions de changement climatique et l'ampleur du phénomène. Ce qu'il faudrait retenir à mon sens dans un premier temps, c'est de considérer le changement climatique comme une dimension du développement.
comme une dimension du développement. Malheureusement, on l'attaque depuis toujours sous l'angle négatif. Et c'est pour cela que le questionnement de ce forum m'intéresse beaucoup, de voir comment les changements climatiques pourraient constituer un pilier de transformation des économies, notamment africaines, en tiré par le développement de l'entrepreneuriat social et solidaire. Ça, c'est une nouvelle manière de poser le débat. Parce que de tout temps, par exemple, quand moi j'ai l'opportunité à ENDA de participer aux négociations sur les changements climatiques auprès de la Task Force de l'Afrique de l'Ouest sur les questions de changement climatique, et on considère aujourd'hui qu'il y a des choses pour lesquelles l'Afrique doit mettre l'accent en termes de défis, mais qui constitue aussi une opportunité pour l'entrepreneuriat social et solidaire. C'est la question de la transition énergétique. L'énergie constitue le secteur le plus polluant, mais l'énergie aussi constitue une des options les plus adéquates en matière d'adaptation, mais aussi en matière d'atténuation des changements climatiques. L'adaptation, c'est faire face aux questions de changement climatique, c'est qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans nos pays, en termes d'inondation, d'érosion côtière, perte de productivité agricole, etc., etc. Il faudrait qu'on s'adapte à ce truc. L'atténuation s'attaque aux causes de ces changements climatiques. Donc, l'énergie, la transition énergétique est à la lisière de ces deux aspects. Et c'est pour cela, quand on aborde la question des changements climatiques en termes d'adaptation et d'atténuation, on a souvent l'énergie, notamment les énergies renouvelables. Et vous ne restez pas sans savoir aujourd'hui qu'il y a tout un débat autour du 100% énergie renouvelable, en se disant que c'est possible. Et pour l'Afrique, c'est aussi possible. On a les ressources, on a le potentiel énergétique en énergie renouvelable, en efficacité énergétique, mais également on maîtrise de plus en plus les questions énergétiques. Donc voilà un premier élément sur lesquels je considère qu'on peut poursuivre le débat au niveau des ateliers. L'autre défi assez important pour les négociateurs africains, c'est la prise en compte de la question de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Et dans le cadre de l'entrepreneuriat social et solidaire, on constitue le secteur agricole, notamment l'exploitation familiale, comme étant une niche de transformation en entreprise sociale. C'est-à-dire, les changements climatiques nous donnent aujourd'hui, dans le cadre de l'agriculture, la possibilité de pouvoir accompagner la transformation des exploitations familiales à opérer comme des entreprises sociales. Je crois que c'est une niche qu'on doit pouvoir explorer dans le cadre de nos échanges. Un autre défi aussi qu'on met en avant, c'est la question du financement de l'adaptation. Mais aujourd'hui, du financement et de l'adaptation, mais aussi de l'atténuation. Parce que tous les pays sont engagés aujourd'hui dans ce qu'on appelle les CPDN, les contributions prévues et déterminées au niveau national, où chaque pays montre ses possibilités de réduction d'émissions de gaz à effet des émissions de gaz à effet de serre, mais également les options d'adaptation pour les pays en développement. Donc, ces mécanismes de financement, dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, on doit également voir quel type de lien on pourrait développer entre les financements verts, notamment le Fonds vert climat, et d'autres types de financements sociaux. Comment, par exemple, on utiliserait ces mécanismes de financement climat pour renforcer, par exemple, les institutions de financement décentralisées qui sont adaptées justement à la demande locale en biens et services. Un autre aspect aussi qui me paraît utile à analyser, c'est que les ODD viennent d'être adoptés. Et dans les ODD, on a les questions
de changement climatique comme objectif, à la différence des OMD. Mais dans une semaine, on va encore lancer un autre agenda, l'agenda du climat, qui sortira de Paris, où on attend un accord assez contraignant en termes de réduction d'émissions. Donc ces deux agendas doivent constituer pour, comment dirais-je, pour le processus de développement de l'économie sociale et solidaire. Ces deux agendas doivent constituer des espaces pour développer des coalitions. Parce que le problème qu'on a actuellement quand on essaye de faire émerger certaines réflexions, de mettre en avant un certain nombre d'alternatives, c'est le problème de coalition qu'on a souvent comme difficulté. Comment développer les coalitions? Et je crois que l'agenda des changements climatiques, comme l'agenda des ODD, doivent permettre justement de pouvoir développer ces coalitions pour permettre justement d'assurer le mainstreaming de cette approche d'entrepreneuriat solidaire et social dans les politiques de développement local, national, mais aussi régional. Je voudrais juste terminer mes propos, Madame la modératrice, pour partager juste un mécanisme de financement qu'on a testé pour justement booster la dissémination des énergies renouvelables, mais aussi constituer un espace d'incubation des entreprises sociales qui pourraient être financées pour leur amorçage par ce mécanisme de financement, mais aussi qui pourraient être renforcées en termes de financement par le mécanisme de financement du climat. Donc je voulais juste en une minute, partager le modèle, si vous le permettez. L'idée, peut-être qu'on n'aura pas le temps, je vais laisser ça avec les organisateurs, on aura le temps de revenir sur ça, mais ce que j'ai voulu mettre en avant, parce qu'on m'avait demandé aussi de parler du partenariat public et entreprises sociales et solidaires, nous, tel que nous l'abordons au niveau du Sénégal, c'était justement de parler de partenariat public-privé à vocation communautaire. Ça veut dire quoi? Dans le domaine de l'énergie, très souvent, quand on parle de PPP, partenariat public-privé, comme instrument de financement, on voit l'aspect macro, l'aspect global. Or, dans nos pays, on n'a pas de grandes entreprises. Donc, c'est là, si on doit aller vers le développement des entreprises sociales et solidaires, à mon sens, il faudrait qu'on incite le développement du partenariat public-privé à vocation communautaire qui pourrait s'opérer au niveau des territoires. Un dernier aspect qu'on m'avait demandé d'aborder, c'était de voir le cadre normatif en termes de mécanismes de régulation. Je crois qu'il y a tout un travail à faire à ce niveau-là pour une reconnaissance des politiques locales, nationales et régionales et mettre en place des directives justement en faveur de l'entrepreneuriat social et solidaire dans les marchés publics. Mais aussi travailler à faire le plaidoyer pour une maîtrise des enjeux. Un dernier élément, à mon sens, qui mériterait une réflexion aussi, c'est de voir à travers l'approche de développement de centres d'incubation populaires. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ce genre d'approche pour mettre en incubation les entreprises sociales en essayant aussi de tirer avantage des dynamiques populaires? Quand je prends l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest, il y a énormément d'associations villageoises, énormément de groupements d'intérêt économique, etc., mais qui raisonnent, qui opèrent sous forme d'associations classiques. Aujourd'hui, avec les changements climatiques et l'exigence de changer des modes de production et de transformation, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de tirer profit de ces viviers associatifs et les pousser à se transformer en entreprises sociales et solidaires? Voilà quelques éléments de réflexion que j'avais à partager. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sékou. Lamento mucho tener que
Je suis désolé de vous presser autant. Toutes ces personnes ont des expériences qui sont très importantes à partager. Nous ont donné simplement un petit aspect de ce qu'ils font. Et pendant les ateliers, nous pourrons avancer et approfondir un peu plus ces expériences, et également dans les espaces d'échange, au cours des cafés, des déjeuners, des dîners. Je voudrais rapidement revenir sur les différentes présentations que nous avons pu voir. Et nous avons des expériences qui nous donnent des aspects sur la façon dont le changement climatique est naturel. On le voit avec les glaciers, mais l'être humain a un apport sur ce changement et voir comment des petits gestes individuels, collectifs surtout, au sein de nos communautés peuvent produire des changements et comment c'est également une opportunité, comme le disait Denis, une opportunité de produire des changements sur le développement des êtres humains, de nouvelles formations, d'associations, voir comment ces associations peuvent apporter en termes de santé à la population et voir également comment les solutions se trouvent dans les communautés elles-mêmes, dans les communautés avec lesquelles nous travaillons, et à partir des communautés, nous pouvons influer sur les politiques. Et en alliance avec les pouvoirs publics, qu'ils soient locaux ou internationaux. Cette situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement nous donne l'opportunité de nous interroger sur les paradigmes de développement que nous avons en tant qu'êtres humains et également du point de vue des différentes cultures. Cela nous permet de mettre en valeur les biens communs, et voir les apports des femmes, par exemple, dans ces économies. Dans l'économie sociale et solidaire, nous avons également une forte participation des femmes qui sont souvent rendues invisibles ou qui n'est pas mise en avant. Et nous voyons comment profiter de ces opportunités pour accompagner la transformation des unités productives, familiales, associatives, solidaires, et comment nous pourrions également articuler l'agenda des objectifs du millénaire de développement durable et l'agenda du climat pour favoriser les apports au sein de l'économie sociale et solidaire. Si quelqu'un a des questions, oui. Approchez-vous, s'il vous plaît. Pour Juan Gerardo Domínguez de México. Juan Gerardo Domínguez du Mexique, je vais parler en espagnol également. La première question, Elisabeth, et à tous les autres également, pourquoi ne vous avez pas parlé de l'économie bleue sur laquelle on travaille, qui est travaillée en Italie. Et deuxième point, Elisabeth, au niveau des biens communs. Si cela est en rapport avec les thèses de Elinor Ostrom, le prix Nobel d'économie, qui a travaillé 40 ans à étudier l'administration de biens communs avec des conclusions très importantes pour l'économie sociale et solidaire. J'aimerais avoir quelques précisions. La semaine prochaine, on devrait parler de réduire 2 degrés la température. C'est-à-dire qu'on pourrait parler de 4, 5, 6 degrés. Et donc cet aspect-là. Comment articuler donc les différentes luttes qui ont lieu en Amérique latine et dans les Caraïbes, l'intégration des communautés pour défendre leur milieu, leur environnement. Judith Hitchman du RIPES. Il s'agit là du réseau mondial pour l'économie sociale et solidaire. Donc, je fais partie du comité d'organisation européen et présidente d'urgence qui est membre en fait de RIPES. Donc, nous sommes une communauté mondiale pour soutenir l'agriculture. Donc, je voulais formuler quelques commentaires et revenir sur 3 des interventions. Donc, merci beaucoup. Tout d'abord,
d'accord pour Luc. Je pense que cette question qui a trait donc à la fonte des glaciers, donc un lien avec l'acidification des océans. Vous savez qu'il y a trop d'intrants chimiques, trop de polluants chimiques, et donc les océans sont pollués et sont dans un état critique, non pas seulement au niveau de la montée des niveaux des mers, mais parce qu'il y a l'acidification plus le réchauffement des océans qui a pour résultat donc la destruction énorme de la chaîne alimentaire dans les océans, y compris donc l'aggravation par les matières plastiques qui se trouvent dans l'océan. Je voulais vous dire que s'agissant de ces questions-là, dans le cadre des Nations Unies, le Comité sur la sécurité alimentaire mondiale donc a un mécanisme qui s'appelle le mécanisme de la société civile. Il y a des mouvements sociaux qui réussissent à faire adopter ce qu'on appelle donc des politiques législatives dites soft. Donc il y a une politique qui est axée sur les lignes guides pour donc la propriété des terres, des forêts et des zones de pêche. Et il s'agit là en fait d'un document qui est très important et je vous invite à lire ce document. Deuxième politique qui concerne les lignes directrices facultatives sur les pêcheries à petite échelle, donc qui soutiennent en fait cette approche qui est basée sur l'économie sociale et solidaire. Et vous avez parlé des semences. Donc évidemment, les semences sont absolument cruciales en ce sens parce que cela nous permet, dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, de maintenir le contrôle ou la mainmise sur nos biens communs. Il y a différents aspects qui entrent en jeu. Donc l'adaptation, donc grâce à ces approches de mouvements sociaux, donc on peut adopter donc une démarche basée sur l'agriculture sociale. Et je pense que donc cela joue un rôle très important. Donc et ce sont des aspects réellement clés. Désolée d'avoir été un peu trop longue. Gracias. Vamos a pasar la palabra para las respuestas. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Oui, merci beaucoup pour vos questions. Sur les différentes économies, il y en a d'autres, l'économie créative, l'économie bleue. La proposition que je développe en Bolivie, je mets l'accent sur 3 politiques qui existent dans toutes les sociétés. C'est des centres d'économie. Les pratiques de croissance dans mon pays sont liées à la notion du bien vivre et du bien-être des communautés. Ce sont donc trois points qui sont basiques en fait. Donc la vision de l'économie du commun repose sur ce qu'a développé Lino Rostrum. Il est allé en Bolivie et a beaucoup étudié les communautés et les réseaux des réseaux présents là-bas. Ce sont des communautés qui sont très fortes. Il y a 4500 communautés qui font en fait de l'arrosage et qui s'occupent donc de l'arroser au niveau de l'agriculture. Il est important de dire que tout ce qu'a produit Lino Rostrum a été revitalisé par un réseau global du commun où on réfléchit sur, d'ailleurs, l'Internet comme un bien commun. Parce que le commun n'est pas défini par ce qu'on dit, ça c'est commun, mais plutôt par la gestion que l'on en fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il me reste 15 secondes. Donc merci de l'intervention, je parle en français. Moi j'ai parlé des glaciers parce que je suis glaciologue, mais en effet c'est pas que la montée du niveau des mers, mais aussi l'acidification des océans par tous ces gaz à effet de serre, dont certains sont pas peu loin, mais d'autres sont peu loin. Mais on reparlera de tout ça samedi après-midi à la sortie à la mer de glace. Mais merci, c'est juste, mais on n'a pas le temps de parler de tout. Et tout est lié. Soyons égoïstes ensemble. Bon, merci beaucoup.